Ah, moi je suis pas météorologue, hein, mais je peux vous dire que si ça continue comme ça, le prochain ouragan il s'appelle ni Harvey ni Irma, mais Alan Moore, ça c'est clair. Ben ouais, DC a continué de teaser le fameux crossover entre les Watchmen et l'univers mainstream DC en montrant Batman qui tient une copie du journal de Rorschach. Et donc ça provient de Watchmen. Et pour ceux qui ne savent pas, eh bien l'auteur de Watchmen, Alan Moore, ne veut plus rien avoir à faire avec son œuvre, sur laquelle il a même renié ses droits d'auteur. Il considère que lui et son œuvre ont été trahis, il a perdu pas mal d'amis, donc s'il voit ça, ben, ça risque de l'énerver. Bon, en tout cas, vous inquiétez pas, je suis pas con, hein. Je sais que s'il y a un ouragan très prochainement, ça sera dû non pas à Alan Moore, mais au réchauffement climatique, hein, au fait qu'on baise la planète absolument par tous les trous. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, on peut pas changer. Mes couilles. Quoi qu'il en soit, je salue évidemment toutes les victimes de catastrophes, qu'elles soient naturelles ou non, hein, en ce moment, dans le monde entier. Et avant, hein, quand on est tous l'alarme à l'œil, eh bien je vous le dis tout de suite, une semaine chargée en actu. Donc tout de suite, eh bien ce sont les news de la semaine. Kingsmate. Vous le savez, hein, Mark Millar n'est jamais à court d'idées quand il s'agit de faire le buzz. Hein. Il avait photoshopé plusieurs images, hein, une fausse pub sur Times Square pour Nemesis. Il avait aussi photoshopé, hein, dans les mains d'Obama son comics supérieur. Il avait relâché sur internet donc une fausse vidéo qui était devenue virale d'une mamie qui aurait fait un tatouage donc, de Starlight. Il a un goût assez particulier pour la communication, un goût qu'il remet au goût du jour, hein, puisqu'il publie un tout nouveau comics Kingsman, non pas celui dont je vous parlais il y a quelques JT Comics qui s'appelle Red Diamond, pas du tout celui-là, un autre qui sera publié, tenez-vous bien, via Playboy Magazine. Vous le savez, je fais mon travail de commis avec une assiduité profonde, donc je ne me suis pas simplement fié au sommaire. J'ai parcouru évidemment tout le magazine pour voir que Millar n'est pas caché des pages de comics à droite ou à gauche, le sacripant. Et je n'ai qu'un mot à dire, téton. Il s'agit d'une histoire de Rob Williams illustrée par Osgood Yildirim, une histoire sur le Brexit, puisque l'agent Exi doit superviser le transfert des 100 milliards d'euros que la Grande-Bretagne doit donner à l'Europe si elle veut la quitter en bons termes, c'est comme ça. Bon, évidemment après ça part en couille, mais le tout reste quand même assez politique, mais je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui voudraient lire ces 6 pages de comics dans Playboy de septembre-octobre 2017. Joyeux Die-Hard, insolite et croustillant. Non, je ne parle pas du clitoris d'une septuagénaire, mais bel et bien d'un petit livre illustré à paraître en octobre prochain, le 17, et qui relance un éternel débat. Est-ce que Die Hard est un film, le 1, un piège de cristal, est un film de Noël? Et pour prouver que c'est le cas, eh bien le scénariste Dougie Horner revisite tout le film en version blockbuster de Noël, aidé par les illustrations toutes mimi de J.J. Harrison. Avec ça, tu as juste envie de dire yippee-ki-yay, petit chenapan. Et voici le synopsis. Tout ce que John McClane souhaite pour Noël, c'est d'être réuni avec sa famille. Mais lorsque une fête d'entreprise de sa femme se transforme en prise d'otage mortelle, il doit la sauver pour rentrer chez eux à temps pour Noël. Ah, ça change du comics Year One qui avait été publié il y a quelques années. Alors je connaissais tout le sous-texte anticapitaliste de Die Hard, on peut en parler dans les commentaires si vous voulez, mais là, faut quand même avouer que c'est fort. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que tout ce que souhaite John McClane pour Noël, eh bien c'est une nouvelle paire de pompes, puisque le cadeau pratique. The Boys. Ça grondait depuis quelques années, ça se concrétise de plus en plus. On a appris que Seth Rogen et Evan Goldberg développaient pour Sony un projet donc de pilote de The Boys, donc la série de Garth Ennis et de Darick Robertson pour une diffusion sur Amazon. Alors je vous ai demandé sur Facebook et sur Twitter ce que vous en pensiez, et globalement vous êtes tous aussi brûlants qu'un prêtre qui rentre dans une cour d'école. Certains cependant expriment quelques réserves à l'Alan Moore, donc ce comics est fait pour être un comics et ne marchera pas adapté à un autre médium. Alors bon là autant pour Alan Moore je comprends, puisqu'il a vraiment voulu explorer toutes les possibilités du genre du comics avec Watchmen, autant pour The Boys, bon ça peut passer. Certains n'ont simplement pas aimé le comics. Non, calmez-vous, on va pas commencer à se lyncher les uns les autres. On est sur une chaîne tolérante, moi je m'efforce à être tolérant, donc on va pas commencer à taper sur les handicapés du goût maintenant. Oups. Bref, je vous laisse poursuivre donc ce débat dans les commentaires. En tout cas, ça sent bon, ça se rapproche. Moi, globalement, je fais confiance à cette équipe pour faire du bon travail, mais l'enjeu change. On n'est pas sur 3 individualités fortes comme dans Preacher, donc puisque c'est la même équipe que Preacher. On est plus sur minimum 5 grosses individualités qui doivent travailler en équipe, plus un univers super-héroïque. Enfin, il y a du boulot. Bon courage les gars.
RIP. Vous l'avez sûrement entendu cette semaine, la mort extraordinaire de la semaine, c'est celle de Len Wein, donc, qui est le co-créateur de Wolverine, de Swamp Thing, qui a relancé les X-Men dans les années 1970, un éditeur de talent. Il a quand même édité Watchmen, il a supervisé Alan Moore. Du coup, c'est l'occasion de se remémorer quelques anecdotes, puisque c'était quand même quelqu'un d'assez fun. Vous vous souvenez de quand il voulait vous inviter, mais que vous lui fassiez penser au restaurant parce qu'il se trouvait trop amaigri et qu'il voulait un petit peu se remplumer, c'était dans le JT numéro 77, ou alors quand il live tweetait son opération du rachis, ça c'était dans le JT 79, c'était plein d'humour, il était jovial, il était comme ça, mais c'était aussi quelqu'un qui savait s'imposer, et pas face à n'importe qui, puisqu'il a quand même tenu tête à Alan Moore, et donc quand il était éditeur sur Watchmen, on va dire que c'est un JT qui est sponsor Alan Moore, mais bon c'est comme ça, des fois ça arrive l'actualité. La cause du litige, c'est qu'un jour il tombe sur un épisode d'Au-delà du réel, c'est une vieille série des années 60, il trouve que ça ressemble quand même beaucoup à la fin donc de Watchmen, donc un bout d'intrigue. Je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de découvrir ce comics. Il en parle avec Alan Moore, mais lui il dit, Alan Moore, qu'il a découvert ça quand il était en train de faire la 10e issue, il dit que c'était plus ou moins fortuit, enfin bon, il filoute, c'est normal, c'est un barbu, mais ça ne plaît pas à Wayne, qui lui dit à Alan Moore d'être plus original, qu'il en avait les moyens en plus, mais qui semblait finalement pas assez s'en préoccuper pour changer quoi que ce soit. Et vous en connaissez beaucoup des personnes ici qui auraient dit à Alan Moore, bon mec, tu pourrais être un petit peu plus original parce que là, ta petite histoire... Du coup, il s'est tout simplement barré de la série, et donc pour y revenir bien plus tard et raconter sa version des faits dans Before Watchmen, que certains considèrent comme étant non canonique, et donc sur l'arc consacré à Ozymandias, donc il a un petit peu altéré les choses, et tant mieux. Donc, RIP, Len Wein, eh bien, ton œuvre en tout cas, elle survivra. Stan Leonardo. Je crois que je tiens, les amis, la fan théorie ultime. Je sais que c'est à la mode en ce moment de tout théoriser. Eh bien moi, je théorise et je dis que, et si l'identité du Joker n'était autre que Stan Lee. Boum! C'est avec ça, je fais pas 110 000 vues. Ah oui, bah quoi, moi je fais qu'observer, je vois que Leonardo DiCaprio est présagé dans le rôle du Joker, et donc dans l'origin story que développerait la Warner avec Martin Scorsese. Enfin ça, c'est si le film voit le jour, parce que je vous rappelle que ça reste quand même une rumeur, et qu'en ce moment des rumeurs, il y en a autant que des mycos dans un bordel thaïlandais. Et en tout cas, donc, Leonardo DiCaprio est aussi présagé pour jouer, il serait intéressé par le rôle de Stan Lee dans un éventuel biopic de Papy. Sauf que ça aussi, c'est une rumeur racontée avec talent par Stan Lee, donc à la Ascon, et il a dit que lui et Leonardo DiCaprio étaient voisins qui s'étaient rencontrés, et que le beau gosse de la plage lui aurait dit, le beau gosse de la plage c'est Leonardo, pas Stan, il lui aurait dit ça pourrait être fun que je joue ton rôle dans un biopic, et Stan Lee lui aurait répondu évidemment, je te ferai passer les auditions, je veux être sûr que tu sois capable de le faire. C'est le crash. Excusez-moi, mais personne me dit que j'ai loupé une news depuis le mois de juillet, là. Ah oui, à la maison d'édition Dark Horse s'apprête à sortir un nouveau carton. Non, non, je ne parle pas d'un nouveau Sin City, non, je ne parle pas d'un nouveau Conan, d'un nouveau Buffy, Angel et compagnie. Non, je ne parle pas d'un nouvel Hellboy, même si vous allez voir qu'il y a un truc sur Hellboy. Non, non, je parle d'une bible dédiée à Crash Bandicoot, et donc un ouvrage alternant, donc plein de concept art inédit, avec donc le récit du développement du jeu par les développeurs, puisque rien de mieux que des récits de première main. Et donc c'est écrit par nul autre que Jason Rubin et Andy Gavin, les fondateurs de Naughty Dog, et ceux qui l'ont aussi vendu, donc ce studio de développement de jeux vidéo, à Sony. Moi j'achète. Hellboy. Eh oui, je vous en parlais tout à l'heure, Dark Horse s'apprête également à sortir une toute nouvelle collection d'omnibus dédiée donc à Hellboy, à tout le Mignolaverse, et ça sera donc une compilation de tous les récits des Mignola dans l'ordre chronologique, donc en format omnibus, donc on ne sait pas exactement encore le format, mais ça devrait quand même être gros. On sait que Delcourt avait suivi donc la publication de la toute première histoire d'Hellboy en version deluxe. On verra s'ils suivent cette toute nouvelle collection. En tout cas, ce qui est bien aussi, c'est que ça a renvoyé Mignola à la table de dessin, puisqu'il a fait de toutes nouvelles covers exclusives spécialement pour ces omnibus. Le roi parle. Non, quand je parle de roi, je parle pas d'Emmanuel Macron, voyons, je parle évidemment de Tom King, le scénariste donc de chez DC Comics, un scénariste aussi indépendant, qui a su donc s'imposer dans le monde du comics comme c'est pas permis de le faire. Il a donné une interview très longue, plus d'1 heure d'interview, avec le magazine, le site Slate,
David Finch, le dessinateur, l'a fait aussi. On apprend plein de trucs sur la façon dont il travaille, la façon... Qu'est-ce que c'est de dessiner et de scénariser Batman. On apprend par exemple que King a prévu de quoi écrire Batman jusqu'au numéro 100, hein, soit 2 fois plus de numéros que Scott Snyder, hein, donc qui avait fait tout le New 52. Si on résume, c'est à peu près une bonne cinquantaine de numéros, mais ça serait sur le même temps, puisque je vous rappelle que depuis le Rebirth, Batman est passé en 2 fois par mois, donc ça mettrait 1 an pour écrire 100 numéros. Et il raconte aussi ce que c'est de peser dans le game au point de faire flancher les éditeurs, alors que normalement c'est les éditeurs qui te font flancher, puisqu'il a tout simplement donc on va dire mis au tapin Mark Doyle, hein, qui dit qu'il aime beaucoup, mais bon. Et ils se sont disputés, alors je vais pas vous spoiler, n'ayez pas peur, hein, mais sur un élément central de la vie amoureuse de Batman et Bruce Wayne en ce moment dans le DC Rebirth. Ils voulaient donc que ce moment qui allait casser l'internet soit dessiné par David Finch, une superstar du dessin, et pas par un no-name, hein, que voulait lui imposer l'éditeur. C'est un petit peu péjoratif, mais c'est tout à fait ça. Alors c'est une manœuvre marketing, puisque si on devait faire dessiner que les dessinateurs connus, on n'aurait pas eu un Michael Hanin, qui est pour moi un des meilleurs dessinateurs du moment sur Batman, et je suis sûr que n'importe quoi il le prend, il le tord, bim. Voilà, je vous mets le lien dans la barre d'infos pour les 2 interviews pour ceux qui comprennent l'anglais. C'est la fin de ce JT Comics, je tiens à remercier John, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, mais John il est venu à Marseille, il m'a dit est-ce qu'on peut se voir, on parle un petit peu comics, j'ai un truc pour toi, il m'a donné de la chartreuse, ça vient directement de Grenoble ça. Et ça frappe. À la tienne, Jojo. N'oubliez pas qu'on peut se capter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi m'y laisser vos petits messages pour le bandeau sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires de YouTube. C'est la dernière fois que vous pourrez le faire alors que le JT a moins de 2 ans, puisque la semaine prochaine, c'est l'anniversaire du JT Comics. Alors, me demandez pas comment, parce que normalement, c'était au 104, hein, 52 semaines par an, plus 52 semaines, et bien ça fait 104, mais non. Le premier JT Comics, c'était le 17 septembre 2015. Donc en fait, est-ce que j'ai peut-être découvert qu'il y a 53 semaines par an au final, hein, ou alors c'est Flash qui a fait un petit paradoxe. Bon, en tout cas, hein, lisez et lisez. Rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches, un petit peu comme de la chartreuse, sur un petit lit de glace pillée. Je me demandais, est-ce que les compteurs de vues YouTube, c'est les chiffres de la police ou des syndicats? Ça dépend. Attends, j'ai beaucoup plus. Ou alors beaucoup moins, mais ça on en parlera, ça ne sera jamais. On nous nique.